Bonsoir Joseph. Bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. Je suis absolument dévasté, absolument confus et honteux. C'est assez inadmissible que ce retard. Et je suis vraiment désolé. Parfois dans la vie, certaines journées, on n'a vraiment pas de chance et tout s'accumule. Et aujourd'hui, j'ai eu à peu près cette journée-là et je suis vraiment désolé. Merci. Si vous le permettez, je pense que je vais essayer de limiter la durée de mon speech. L'intéressant plutôt d'avoir un échange. Je pense que ce sera plus intéressant. Aussi, je me proposerai de vous faire quelque chose de légèrement informel. Ces derniers temps, comme d'ailleurs, régulièrement, j'ai été amené à faire différents trajets dans différents pays. Alors, pour le dire très clairement, 2 trajets ces tout derniers jours, à savoir un à Lucerne. Alors, Lucerne, c'est la Suisse alémanique, c'est de l'autre côté en fait de la frontière linguistique. Et j'étais aussi donc au Canada. Et je pense pourquoi je vous raconte cela, parce que cela peut nous intéresser pour le sujet qui est un peu le nôtre, qui nous rassemble ce soir. À Lucerne, par exemple, comme toujours dans le monde germanophone ou presque, on est frappé par une chose, le climat absolument consensuel qui entoure les questions d'autisme, ou d'inclusion en général dans la société. C'est très frappant. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'y vais si volontiers. C'est que c'est comme si toutes les querelles qui empoisonnent tellement l'ambiance en France dans le domaine de l'autisme n'avaient pas cours, ou même n'étaient pas envisageable. On m'a par exemple offert donc l'autre jour le livre qui maintenant fait fureur en Allemagne à propos de l'autisme. Il s'agit du livre d'une jeune femme autiste qui est berlinoise. Il s'agit de Denise Link. Voilà la couverture du livre. Et donc ce livre-là, je l'ai lu et au tout début, lors des premières pages, je me suis dit il faut le traduire. Mais petit à petit, j'ai compris que c'était impossible à traduire. Pourquoi ? Parce que ça passerait pour une provocation, en fait, que de traduire ce livre. Denise, je crois qu'elle n'a absolument aucune idée du fait que dans certains pays, les enfants autistes puissent ne pas aller à l'école, que dans certains coins du monde, les gens autistes puissent être psychiatrisés, etc. Vous voyez ? Donc, c'est, comment dire, peut-être que dans 20 ou 30 ans, on parlera de l'autisme un peu comme elle le fait, mais c'est un peu comme pour vous livrer un demi-secret dans le livre L'autisme pour les nuls, Autism for Dummies, qu'on avait réussi à traduire après des années de bagarre avec les éditeurs. On avait eu un gros problème parce que l'un des chapitres de la version américaine s'appelait « Comment gérer sa fortune ». Mais diantre, combien de personnes autistes en France ont ce problème-là, voyez-vous, hein? Donc on a dû censurer le chapitre, quoi. Et donc, j'avais demandé à un ami autiste américain, qui est soit dit au passage également francophone, et je lui avais demandé donc que faire avec ce chapitre-là. Et il m'avait répondu, mais savoir gérer sa fortune est très important. Ah bon, totalement un malentendu total. Enfin bref, voyez donc comme quoi il y a des choses aussi qui laissent songeur. Peut-être un deuxième moment, si on le permettait, qui laisse songeur. J'ai été invité à Montréal avec, plutôt par mes amis autistes de là-bas, à donc une sorte de rencontre. Ils en organisent très régulièrement. Chez eux, les cafés rencontres, c'est 2 fois par mois. Hein. Et donc, ce qui m'a absolument frappé parmi donc, tout ce groupe de jeunes et moins jeunes avec autisme, c'est que tous sauf un avaient du boulot, quoi. Voyez le truc, quoi. Et du bon boulot, hein, je n'ai pas osé demander les salaires, mais
C'était des métiers, je dirais surtout au-delà des aspects salariaux, des métiers épanouissants pour la personne, qui prennent en compte son profil et qui permettent aussi à la société de bénéficier des apports de la personne. Très impressionnant. Entre, par exemple, celle qui est phobique sociale profonde, mais qui, donc, de ce fait, est devenue traductrice à la maison. D'autre part, cette personne autiste qui est assistante sociale, on dirait en France, et qui s'est donc naturellement spécialisée dans l'autisme. Voyez, donc ça c'est disons le deuxième stade, hein, la personne autiste qui devient professionnelle de l'autisme, c'est très intéressant, etc. Bref, je ne veux pas vous dégoûter ce soir, mais il y a certains moments où à la fois on est un peu songeur et où on est à la fois quelque peu dégoûté aussi. Hein. Voyez, donc bref, j'avais imaginé, si vous le voulez bien, de vous montrer. C'est un peu égoïste, d'habitude je l'esquive, mais peut-être ce soir, pour me faire pardonner, pour ne pas remontrer les mêmes choses à certaines personnes qui ont déjà vu mes diapos peut-être plusieurs fois, j'avais envisagé de vous montrer quelques-uns de mes bulletins de notes de l'école. Voilà, c'est un peu exhibitionniste, mais que voulez-vous, donc je crois que c'est ça. Voilà. Donc, voici, chers amis, ce qui avait été, je pense, l'un de mes tout premiers bulletins de notes. Donc, ça se passe au CP. Parce que, en maternelle, je n'avais pas les compétences pour aller vraiment en maternelle. Hein. En gros, je ne remplissais pas les critères. Je ne savais pas jouer au cerceau. Je ne le sais toujours pas d'ailleurs. Je ne savais pas faire mes lacets. À cet égard-là, ça reste un peu problématique. Et je ne savais pas jouer avec les autres, et pour cause, parce que les autres ne s'intéressaient pas aux moisissures, et bon, bref, chacun ses sortes d'intérêts. Donc, je suis véritablement rentré dans le cursus, si vous voulez, en CP. Et donc, voici ce qui m'est tombé dessus. Donc, Joseph obtient de bons résultats. Je suis très contente, il faut continuer. Mais que demande le peuple? Jusqu'ici, tout va bien, comme dirait l'autre. Il faudrait qu'il participe encore plus à la vie de la classe. Joseph est assez solitaire, entre guillemets. C'était, je crois, la phrase la plus gentille que ma maîtresse de CP avait pu dire ou écrire. C'est pas que j'étais un peu solitaire, c'est que j'étais vraiment sur notre planète. Et les choses se sont dégradées assez vite. Donc, quelques années plus tard, les années passent. Et ici, donc, nous nous retrouvons en CM2. Donc, voilà. Donc, c'est toujours un peu la même dichotomie entre résultats théoriques et résultats, dirions-nous, sociaux ou effectifs. Donc, résultats satisfaisants, très bon ensemble, très bon travail. Mais encore une fois, si on s'arrêtait là, pardonnez, tout serait bien. Mais, il y a toujours un mais attention, Joseph n'est pas toujours au diapason de la classe. Je me souviens qu'après réception de cette remarque, j'étais allé voir la directrice en lui disant qu'il n'y avait pas de diapason dans notre classe. Je ne sais pas ce qu'elle m'a répondu, je n'y ai pas vraiment fait attention, à vrai dire. Mais bon, donc, mais Joseph ne peut travailler en groupe. Oui, ça n'a pas vraiment changé, très peu. Voyez, tant que bon, après, heureusement que j'avais ma sœur, parce que j'ai une sœur qui a 4 ans de plus que moi, et elle a eu les mêmes profs en fait que moi. Et donc, même pendant les temps où je n'allais pas en classe, en fait, j'avais les notes de cours de ma sœur. Parce que comme les profs sont souvent un peu paresseux, ils reprennent d'année en année les mêmes cours, donc on peut suivre assez facilement, même quand on ne va pas en classe. Bon, bref.
Donc, bon, après, si on fait un petit saut de quelques années, on peut se téléporter en classe de terminale scientifique, hein, si vous voulez bien. Ben, ça s'explique assez facilement. J'aimais les maths, à vrai dire. Je voulais devenir mathématicien. C'était quand j'avais vers les 15 ans ou 16 ans. C'était, à vrai dire, mon projet. Un projet qui n'était pas très réaliste, peut-être, mais parce que même les mathématiciens ont besoin d'une part d'interaction sociale et je ne les avais pas. Je pensais que c'était les intégrales triples qui allaient me nourrir. Bon, c'est pas passé tout à fait comme ça. Mais en tout cas, voilà, donc quelques copies, si vous le voulez bien, de Terminal S. Voici mon prof de maths qui écrivait « Ce serait excellent s'il y avait un peu plus de phrases d'introduction, de liaison et de conclusion. » Mais ça se comprend parce que le prof nous avait demandé, par exemple, de calculer ceci ou cela. Donc, j'avais inscrit le résultat. Il n'avait pas demandé, par exemple, tout le blabla intermédiaire. Puis, de toute façon, le baratin intermédiaire, je ne le trouvais pas, quoi. Voyez. Quand on distribuait des feuilles d'énoncés, notamment, enfin surtout en maths, eh bien, dans peut-être 95% des cas, rien qu'à la lecture, on sentait la réponse, quoi. Voilà, donc on note la réponse et il reste 4 heures. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant 4 heures? Il y a des moments absolument excellents pendant les contrôles de maths. Quand vous regardez autour de vous, donc vous voyez vos camarades. D'autre part aussi, j'ai remarqué, phénomène tout à fait nouveau à l'époque, parce que pendant mes années de primaire ou de collège, personne ne voulait être assis à côté de moi, évidemment. Évidemment, personne ne voulait gâcher sa réputation, quoi, voilà. Par contre, avant les contrôles de maths en terminale et première, là, ça change, mais j'ai mis du temps, hein, j'ai mis du temps avant de comprendre certaines choses. Bref, typiquement, comme je voulais faire plaisir à mon prof de terminale, que je trouvais sympa, bien qu'il ait ses lubies de phrases d'introduction, de liaison et de conclusion, je m'étais dit qu'il fallait faire un effort. Donc, typiquement, sur les peut-être 4 heures des examens où j'étais dans ces eaux-là, eh bien, les quelques premières minutes étaient consacrées à trouver les réponses et le reste du temps, c'était tenter de trouver un charabia intermédiaire, mais qui évidemment ne marchait pas toujours très bien. Mais il y avait d'autres problèmes. Alors ça, cette fois-ci, c'est pour changer. C'était ma prof de physique qui il écrivait ici, il serait peut-être correct de poser un calcul et souligner le 1, quoi, parce que encore une fois, je ne posais pas les calculs parce que je savais ce que voulait dire, par exemple, poser un crayon. Ça, j'avais compris. Mais poser un calcul, c'est plus compliqué, à vrai dire. C'est très... qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Bref, là, je crois que j'avais abusé de sa patience. Hein. Il faudrait tenir compte de la précision des données de l'énoncé. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, bref. Donc, des petits moments d'incompréhension mutuelle, dirions-nous très pudiquement. Hein. Donc, ici, nous retrouvons notre prof de maths de terminale et comme vous le voyez, les notes sont en baisse et pour des raisons, dirions-nous, assez claires. C'est expliqué dans le texte. Hein. Très bon travail, homothétie de rapport K supérieur à 1 apprécié. Tchac, 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 tchac. Alors ça, c'est une blagounette pour matheux. En fait, homothétie de rapport K supérieur à 1, ça veut dire qu'il faut agrandir. Parce que arrivé au lycée, j'avais compris qu'il y avait une façon géniale de dissimuler mes problèmes de tracé. Comme beaucoup de personnes durant l'enfance, j'avais un mal infini à écrire à la main.
Et donc j'avais compris qu'en écrivant tout petit, on pouvait arriver à dissimuler ou maquiller les problèmes de tracé. Sauf que mon prof de terminale était très vieux, du moins j'ai deviné ça parce que sa peau était ridée et les cheveux très blancs, donc il n'arrivait pas à lire tout ça. Par contre, en terminale, j'avais compris qu'il ne fallait pas faire de remarques sur l'âge des gens. En primaire, je disais ça aux profs qu'ils étaient vieux, etc. Mais en terminale, j'avais compris que la vanité des gens interdisait ce type de remarques, quand bien même elles étaient vraies. Bref. Et donc, il n'arrivait pas à décoder mes petites lettres. Et il voulait donc que j'écrive plus gros. Et pour cela, il avait un programme de soustraction de points, quoi. Donc, si vous regardez attentivement, sous le 6, il y avait un autre chiffre qui a été blanchi et diminué ensuite en adéquation. Mais je ne suis pas très sûr que mon enseignant de l'époque ait compris certaines choses, certaines particularités. Alors bon, c'était juste quelques images, si vous le permettez. Alors pourquoi tout cela? Parce que en fait, quand j'étais au lycée, j'avais un tout autre centre d'intérêt. C'était le moment où commençaient ces calculatrices-là. Donc peut-être que cela éveillera des souvenirs à certains membres de l'Honorable Assemblée. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui m'avait happé. Et je crois que j'ai passé 3 ou 4 ans, si on inclut la dernière année de collège, uniquement en train de réfléchir comment programmer ou reprogrammer cette calculatrice-là en particulier. Et tout le reste était finalement secondaire. Cela m'a quand même, cela bien sûr m'a valu certaines moqueries, mais cela m'a néanmoins valu, on va dire, néanmoins une sorte d'acceptation, dirions-nous, parce qu'il y a eu 2 incidents qui se sont produits. Pardonnez j'allais dire ces détails personnels, mais ce soir que je ne fais presque jamais, je ne parle que de moi, mais bon, bref. Et donc, il y a eu 2 incidents durant mes années lycée qui ont un peu forcé une sorte d'acceptation de ma petite personne envers les autres camarades de classe. Et le premier incident était un incident de calculatrice, justement. Mes camarades qui avaient une calculatrice similaire, eux, ils s'occupaient à des jeux. Il y avait des jeux qui venaient d'arriver sur ces calculatrices. Et il y avait un jeu à peu près stupide où on voyait une balle qui glissait sur des plans inclinés et il fallait la rattraper d'une certaine manière. Mais comme le jeu était particulièrement difficile, eh bien la balle se perdait et la personne, le joueur, perdait très vite. Et une fois, en entrant dans la classe, j'ai vu que mes camarades avaient une idée diabolique. Ils voulaient se moquer de moi encore plus et donc ils m'avaient donné leur calculatrice avec le jeu pour qu'ils voient ma nullité à leur petit jeu, quoi, voyez. Donc ils m'ont donné la calculatrice et donc j'ai commencé à jouer, je jouais. Il y avait un grand silence de mes camarades à côté. Puis ensuite, je leur ai rendu la calculatrice avec, paraît-il, un très bon score. Et plus personne de ces types-là n'a osé ensuite me porter querelle. Vous voyez, ça se joue sur des petites bêtises. C'est ça ce qui est très impressionnant. Et je reviendrai sur ce point-là dans un instant, si vous le permettez. Et le deuxième petit incident qui s'était produit était encore plus, je dirais, idiot. Parce que avec la montée du niveau en première et en terminale, notamment en maths, très souvent et de plus en plus souvent, les profs eux-mêmes s'embrouillaient au tableau pendant les calculs. Et donc leur tradition, leur rituel qui avait été établi à l'époque consistait, lorsque le prof s'embrouillait ou buguait à un moment donné, de me donner la craie pour que je refasse le calcul. C'était une habitude. Ça arrivait au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et lors de l'une de ces séances,
séance, donc où je faisais mon petit calcul, et bien en revenant à ma place, je m'étais rendu compte que j'avais omis de reposer le morceau de craie sur le bord du tableau. Et c'est là, dans un moment de distraction que je ne m'explique pas jusqu'à ce jour, j'avais lancé le morceau de craie par-dessus mon épaule, lequel morceau de craie s'est immobilisé précisément sur le petit rebord du tableau. Et plus personne ne m'a tapé à partir de ce jour-là. Voyez, mais c'est absolument idiot, mais c'est pourquoi je vous ai raconté tout cela. C'est pour vous dire à quel point, si on examine les parcours des gens avec autisme ou autistes, comme vous préférez, eh bien, on constate que c'est sur ces toutes petites choses, sur ces petits événements, ces épiphénomènes, que finalement se jouent les destins des uns ou des autres. C'est absolument frappant quand on y songe. Qu'elle a toute petite différence qui sépare, par exemple, une inclusion dans la société d'une mise à l'écart. Voyez, et maintenant j'ai un petit, alors ce n'est pas un projet de recherche, c'est trop pompeux, c'est une petite investigation personnelle. J'essaie de rencontrer des gens autistes qui ont un frère ou une sœur également autiste, on va dire dans l'idéal du même âge pour faciliter les comparaisons, ou presque. Et très souvent, moi ça m'a beaucoup perturbé ou bouleversé, très souvent, eh bien, on constate que le petit frère, la petite sœur ou le grand frère, la grande sœur, eh bien, par exemple, a profil similaire, n'a pas pu, par exemple, bénéficier d'apprentissage ou d'inclusion et a eu un parcours de vie absolument différent. Le problème, je ne peux pas citer des exemples comme ça parce que ce serait très indiscret, mais parmi, par exemple, les personnages du livre de l'amour en autistant, il y en a certains qui ont comme ça un frère ou une sœur qui est enfermé en asile psychiatrique, vous voyez. Et donc, on voit peut-être à quel point c'est fragile le destin d'une personne et comment faire pour que justement il n'y ait plus ces phénomènes de roulette russe et pour faire en sorte que finalement les propositions, les solutions deviennent un peu plus systématiques pour les personnes autistes. Si vous le permettez, encore une petite diapo, celle sur laquelle je ne peux pas terminer. C'est désormais traditionnel, mais si ça peut aider à dérider, bien c'est tant mieux, voyez. Donc, puisque on en a parlé d'autisme, permettez que je vous évoque brièvement le non-autisme. Donc, quels sont ces troubles non autistiques? Oui, non, ça se pose, cette question se pose. Vous voyez, on peut tout à fait concevoir une société essentiellement composée de personnes autistes. Et dans cette société-là, une personne non autiste serait porteuse de handicap. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez, puisque Boulogne est tout près de Paris, si vous connaissez le restaurant dans le noir, rue Quincampoix à Paris. Il y en a dans toutes sortes de villes, il y en a à Montréal, il y a aussi à Tokyo, je crois, etc. Et donc, le restaurant dans le noir vous permet de manger véritablement dans le noir. L'intérêt du restaurant, c'est qu'au moment où on franchit la porte, eh bien, le handicap s'inverse. Les personnes qui se croyaient valides deviennent subitement handicapées et vice-versa. Voyez. Et donc c'est peut-être un peu ce type de situation liée à l'autisme que l'on peut envisager au moins mentalement. Un enfant non autiste dans une classe d'enfants autistes serait porteur de handicap ou en situation de handicap, voyez-vous. Donc essayons de découvrir les troubles non autistiques ensemble. Donc le syndrome neurotypique, bon ça c'est leur jargon à eux, je ne dis pas à titre personnel neurotypique, je préfère dire non autistique. Mais que chacune utilise sa terminologie préférée, cela ne me pose aucun problème. Donc le syndrome non autistique est un trouble neurobiologique. Alors, ça, c'était la version américaine, comme vous l'avez compris. La version française serait qu'il s'agit là d'un trouble des relations
avec la mer, vous l'avez compris. Et notamment, je dirais qu'il y a une personne plus sinistre encore, à savoir la belle-mère. Je n'ai d'ailleurs pas tout à fait compris pourquoi cette personne horrible était appelée belle, mais c'est un problème linguistique sans doute, un de plus. Hein. Bref, lisons. Caractérisé par des préoccupations sociales. Alors là, je n'oserais pas nommer de gens parce que je tiens à ma peau et je n'ai pas de sous pour l'avocat. Mais vous savez, parmi c'est un peu mes collègues hein, au sens formel, c'est-à-dire qu'on travaille au même endroit. Parmi mes collègues à la radio, il y en a certains qui sont totalement tétanisés quand approche l'heure où tombent les chiffres de l'audimat. Hein. Mais pourquoi, à vrai dire? Rien. Les gens avec autisme, quand ils font des choses, quand ils collectionnent les papillons, quand ils étudient je ne sais quoi, bien ils ne font pas ça pour les autres, ils le font pour eux-mêmes ou pour le savoir ou pour l'art. Voyez. Les administrateurs Wikipédia, il faut savoir que Wikipédia est tenu majoritairement par des gens autistes. Hein. Donc les administrateurs Wikipédia, ils ne font ça ni pour l'argent, ils ne sont pas payés, ni pour la gloire, ils ne sont pas connus. Tout le monde est sous pseudonyme. Voyez, c'est juste pour le savoir en tant que tel. Et je tairai le nom du ministre, je lui avais parlé un peu de ces histoires de Wikipédia et il m'avait répondu, mais s'ils ne sont pas payés, pourquoi ils le font? Allez comprendre. Bref, délusion, c'est-à-dire fausse croyance, c'est le jargon psychiatrique, hein, délusion de supériorité. Alors là, bon... traditionnellement, j'avais à ce moment-là la citation un peu facile de moi président, mais maintenant je ne peux plus faire cette blague, donc je dois changer de blague. Mais ça, j'y réfléchirai, sinon j'aurais des problèmes. Et des obsessions de conformité. Ça, c'est quand il y a des enfants non-autistes qui deviennent ados non-autistes. Je plains beaucoup les parents qui ont des ados non-autistes parce que ça doit être terrible à éduquer. Dans le livre de l'amour en autiston, il y a un personnage que j'ai appelé Gabriel. Alors le vrai Gabriel, hein, dans la vraie vie, une fois, alors, l'anecdote n'est pas dans le livre, hein, je la rajoute. Il était venu me voir et il m'avait dit, je ne sais pas pourquoi il m'avait fait cette remarque. Il m'avait dit, je ne sais pas comment éduquer des enfants non autistes, je ne veux pas avoir d'enfants, parce qu'il avait peur en fait de ne pas savoir éduquer des enfants qui pourraient être non autistes. Vous voyez un peu ce type de préoccupation. Enfin bon, bref. Donc voilà, des obsessions de conformité, c'est ce qui frappe certains ados non autistes quand ils ont par exemple des problèmes parce que leur camarade de classe est habillé d'une certaine façon et pas eux, quoi. Ils veulent avoir la même marque de fringues que tel ou tel de leurs camarades. Ça, c'est redoutable, surtout pour les parents. Voyez. Quelques onglets rapidement. Quelle est la prévalence du non-autisme? Alors ça dépend où vous la mesurez, à vrai dire. Si vous la mesurez sur tel ou tel plateau de télé-réalité, vous aurez du 100%. Par contre, si vous la mesurez dans, par exemple, une start-up high-tech, ou alors si on la mesure parmi les administrateurs de Wiki, eh bien là, les chiffres seront très différents. Et vous risquez d'être en minorité, donc méfiez-vous. Non, je plaisante. Est-ce qu'il y a des traitements pour le non-autisme? Je repense, par exemple, à divers cachetons qui peuvent exister. Après tout, vous savez, les non-autistes sont quelque chose comme 99% de la population générale. Ça fait un marché considérable pour l'industrie pharmaceutique. Donc je pense qu'un traitement contre le non-autisme pourrait avoir du succès. Avis aux labos pharmaceutiques, mais bon,
bon, ça c'est... Mais ceci étant, il n'y a pas que les cachetons, hein. Et il y a aussi le packing, la pataugeoire et toutes autres activités. Je pense que pendant les mois d'été, le packing peut être appréciable dans certaines circonstances. Mais bon, en tout cas, à titre personnel, je vous avouerai que je pratique régulièrement une sorte de packing intérieur en mangeant des glaces copieusement. Peut-être qu'il y a un lien avec mon passé, avec une mère frigidaire, je ne sais pas, ça reste à démontrer, mais peut-être que certains le verraient comme cela. Mais l'onglet le plus important, c'est bel et bien celui-là, hein. Que faire si quelqu'un de votre entourage souffre de troubles non autistiques? Le mot principal vient d'être lâché, c'est celui de la souffrance, hein. Un ami autiste avait d'ailleurs, bon c'est le Gabriel, hein, c'est toujours lui, hein, il avait eu cette phrase assez saisissante, il avait dit à peu près les choses en ces termes: la souffrance de l'autiste est une nécessité vitale pour le psy. Ah oui, parce que sinon le psy ne mange pas, hein. Mes aliénistes, à l'époque où j'étais sous camisole chimique, m'avaient dit qu'en fait, je souffrais tellement que je ne m'en rendais même plus compte. Mais ce système-là me convient relativement bien, à vrai dire. Si on ne se rend pas compte de la souffrance que l'on éprouve, ben tant mieux. Je veux dire, c'est bien, c'est cool, voilà. Ceci étant, voyez-vous, parfois les choses s'inversent. Je pense que honnêtement, quand on s'intéresse aux gens, quand on rencontre des gens, on ne peut être frappé que par une chose: la grande détresse des gens normaux, hein. Beaucoup de gens mènent en fait des vies extrêmement tristes. L'autre jour, j'ai été bombardé de messages, de SMS d'une psychiatre dépressive. Je devais lui remonter le moral. Alors, je n'ai pas facturé l'opération, mais peut-être si je suis totalement dans la dèche, un jour, je ferai ça. D'autre part, il y a juste une dernière histoire, si vous le permettez. À une époque où j'étais totalement sans issue, hein, non seulement professionnellement, mais sur le plan humain, hein, où on ne pouvait envisager d'issue quelconque pour moi. Eh bien, donc c'est à ces moments-là, ou dans ces temps-là, que quelqu'un m'a offert mon premier petit boulot. C'était donc un aveugle de naissance né à Alger, qui m'a proposé mon premier petit boulot. J'ai travaillé pour lui pendant 7 ans. Et donc, ce monsieur-là, il est bénévole par moment dans des associations de type SOS Amitié. Enfin, vous voyez, ces associations, vous pouvez téléphoner quand vous êtes vraiment dépressive. Comme disent les non-autistes, quand vous êtes au bout du rouleau. Je n'ai jamais bien compris que le bout du rouleau était impliqué. C'est d'ailleurs pour ce genre de questions que Wikipédia est idéal, hein. Et le Wiktionnaire. Alors, le Wiktionnaire dépend de Wikipédia. C'est la même équipe, hein. On les reconnaît d'ailleurs, hein, mais au style, etc. Et donc... le petit secret, c'est que l'épouse d'un ancien Premier ministre français, encore une fois, je ne peux pas donner de nom, je n'ai pas de sous pour l'avocat, mais le choix est assez restreint, voyez-vous. Donc l'épouse d'un ancien Premier ministre français est dépressive depuis de longues années. Régulièrement, elle téléphone à ce numéro d'aide-là. Et c'est donc un aveugle de naissance qui doit remonter le moral à l'ancienne 2e ou 3e dame de France. Voyez-vous, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir sur ce qu'est le handicap. Et peut-être que la véritable mission ici-bas des personnes dites handicapées pourrait être de tenter de remonter tant bien que mal le moral à des gens qui se croient un peu vite valides. Et je dirais, pour terminer tout à fait, une phrase que peut-être vous m'avez déjà entendu dire, mais que j'apprécie beaucoup, hein, en allusion un peu à ces
moments que j'ai passés l'autre jour, une fois de plus en Suisse, alémanique. C'est cette phrase de la Constitution suisse. Et la phrase, pour la citer en français, la voici: la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Je crois que tout est dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Est-ce que vous permettez qu'on demande au public de poser quelques questions ? Bonsoir, voilà. J'ai une fille de 8 ans qui est atteinte du syndrome d'Asperger. Elle a une prise en charge, ce qui l'enquiquine copieusement. Et elle se demande pourquoi on la force à aller voir une orthophoniste, une psychomotricienne, une psychologue, des habiletés sociales, et pourquoi elle est accompagnée en classe, et pourquoi on la force à aller en classe. Et je pense que pour elle, elle n'a pas de problème. C'est le monde qui a un problème avec elle. Il faudrait mieux faire des formations à l'enseignante et adaptées aux parents, enfin pour l'accepter. Et j'avoue que moi-même, je n'ai pas forcément un super bon souvenir de mes années d'école, et je suis assez proche de partager sa pensée. Et je me suis rendu compte qu'on ne lui a jamais vraiment expliqué. Alors on m'a dit, je vais essayer de lui dire, c'est pour aider contre les moments de crise, d'incompréhension, parce que ça permettra d'aller mieux, de faire ta vie après. Mais qu'est-ce que je peux lui dire à ma fille ? Merci pour votre question. Peut-être qu'il y a plusieurs niveaux dans votre question, et encore merci pour cela. Et il y a peut-être un aspect, je ne sais pas, je n'ai pas l'honneur de connaître votre fille, mais il y a peut-être un aspect aussi qui peut être lié à un point qui n'est pas forcément spécifique à l'autisme, mais ce qu'on peut appeler d'une façon ou d'une autre les enfants doués, surdoués, précoces. Enfin, vous utilisez le terme qui vous plaira, puisque je crois que vous avez dit qu'elle s'ennuyait à l'école. Cela peut être attesté, je ne sais pas, je ne connais pas votre fille, mais cela peut exister. Il y a des associations comme ça. Alors, ce n'est pas l'autisme au sens strict, mais il peut avoir des juxtapositions. Ou alors, pour parler comme les hommes politiques, il y a des cumulards du handicap. Il y a des gens qui cumulent diverses choses. Et d'une certaine façon, c'est très bien, sauf en politique, on est d'accord. Bon, financièrement, ce n'est pas la même chose non plus, mais bon, bref, c'est comme ça. Il y a peut-être cet aspect-là. Deuxièmement, parfois, les personnes avec autisme, encore une fois, je ne sais pas si c'est le cas de votre fille, mais certaines personnes avec autisme ont tout simplement, par exemple, une très forte lucidité, une capacité à apprendre par eux-mêmes. C'est une minorité, je suis d'accord, mais cela existe. Vous voyez, donc, visiblement, non, ce n'est pas le cas. Puis, il y a peut-être un troisième volet dans votre question. Il y a parfois des gens qui ne se rendent pas forcément compte de la complexité du monde. Et il y a à cet égard un chapitre dans le livre que j'avais montré au début de Denise Link, la berlinoise. Et elle raconte que, bon, un jour, quand elle était, je veux dire, entre adolescence et âge adulte, elle avait eu l'impression d'avoir bien compris le monde. Elle est donc partie au Brésil. Et c'est là, sur la plage, qu'elle a pris une claque, en fait. Alors, pas physique, mais elle a compris qu'en fait, elle n'y comprenait rien, quoi, comment ça fonctionnait sur la plage au Brésil, quoi, vous voyez. Et donc là, ça l'a un peu humiliée, entre guillemets, parce qu'elle a compris que ses compétences sociales réelles étaient moins fortes que ce qu'elle pensait. Pour prendre une image ici,
issu du monde des aveugles. La personne aveugle qui vit dans son petit appartement qu'elle connaît parfaitement peut se croire non aveugle. Et c'est vrai, parfois l'aisance peut être telle que le handicap de la cécité n'est plus perçu. C'est comme la personne autiste qui s'enferme dans sa chambre en train de faire ce qui lui plaît. Voyez. Mais ensuite, dès que la personne aveugle sort dans la rue, alors là, tout de suite, le handicap revient. Voyez. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans ce cas de figure, puisque les parents ne peuvent pas, je dirais, assurer l'intégralité, je dirais, des apprentissages, peut-être que l'idéal serait qu'elle rencontre d'autres personnes ayant à peu près le même profil, ou alors quelques années en plus, alors pas beaucoup, hein, peut-être 2 ans, pas plus, davantage qu'elle, et qui pourrait peut-être lui donner de façon plus ou moins subtile des pistes de ce qu'il faut apprendre et pourquoi il faut l'apprendre. Voyez, je pense qu'il y a aussi ces phases où, où il faut comprendre qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Voyez, c'est un peu, pardonnez d'entrer peut-être dans un long développement, mais entre personnes autistes adultes, on a parfois un sujet de discussion qui n'aboutit jamais, en fait, parce que c'est une question politique. Jusqu'à quel point il faut tenter de singer les autres? Et il n'y a pas de réponse unique, je crois. Il y a plusieurs écoles, il y a les purs et durs, je dirais, qui disent qu'il ne faut surtout pas singer, etc. Les gens non autistes, enfin voilà, on fonctionne à notre façon séparément. Et puis, il y a des gens comme votre serviteur qu'on qualifie régulièrement de masochistes. Hein, ce sont souvent des gens non autistes, des gens autistes qui me qualifient de masochiste, puisque, voyez, le mécanisme à leurs yeux, je fais trop de choses qui me sont désagréables uniquement pour plaire aux gens non autistes. C'est peut-être vrai, je n'en sais rien, mais en tout cas, si vous avez une attitude trop rigide, eh bien, ce sera très dur de vous faire des amis, ce sera très dur de trouver un emploi. Voyez, il faut dans une certaine mesure jouer ou savoir jouer une forme de comédie sociale. C'est mon avis. Ensuite, si vous êtes fille ou fils de milliardaire, si vous n'avez pas besoin de chercher un travail, pourquoi pas, faites comme vous l'entendez, mais pour la plupart des mortels, il sera ou il est indispensable à un moment donné de trouver du travail et d'avoir un fonctionnement minimal dans la société. Et c'est, je pense, à ce titre-là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les théories que je dirais un peu extrémistes. D'ailleurs, pour petite anecdote, Laurent Mautron, je ne sais pas, vous l'avez entendu parler de Laurent, m'avait dit, juste avant mon voyage au Canada l'autre jour, il m'avait dit « Méfie-toi, Joseph, parce que Michel Dawson, c'est un peu l'égérie de Mautron, plutôt la personne autiste qui est la plus proche de ses travaux de recherche. Donc, Mautron m'a dit « Méfie-toi, parce que Michel Dawson va te passer un savon. » quoi, je cite mot pour mot. Hein. Parce qu'en gros, Michel Dawson, elle est sur la ligne politique contraire à la mienne. Hein. Elle est contre les adaptations, etc. Donc j'étais venu là-bas un peu tremblant, mais finalement elle n'est même pas venue m'engueuler, quoi. Donc bon, bref, pardonnez les petites histoires, mais il y a des petites chamailleries comme ça dans le monde de l'autisme. Je ne sais pas si ce petit type de choses, ces petits récits de vie peuvent peut-être aider votre fille à comprendre qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Peut-être qu'il serait plus facile aussi que quelqu'un d'autre que vous le lui dise. Je pense à discuter, mais pardonnez si je m'égare du fait de la fatigue du soir, mais c'était quelques petites idées qui m'étaient venues à l'esprit, si vous le permettez. Peut-être s'il y a encore une question, non? Ah, je crois, monsieur. Bonsoir, je suis le papa d'un petit garçon autiste de 5 ans et à vous écouter, une question m'est venue qui est celle de savoir si nous devons avec ma femme parler avec lui de son autisme et si oui, à quel âge on peut imaginer qu'on peut le faire utilement, ou est-ce qu'il faut que ce soit plutôt quelqu'un d'autre pour que ce soit plus confortable pour lui. C'est vrai que on n'a jamais vraiment parlé avec lui de son autisme, on a parlé avec sa petite sœur.
parce qu'il se comporte un peu différemment d'elle et des autres enfants, mais pas avec lui. Et je me demandais s'il faut qu'on le fasse, et si oui, comment, à quel âge, dans quelles circonstances. Merci beaucoup pour votre question. Je suis sûr qu'il y a dans la salle des gens bien plus compétents que moi en la matière. Donc, ce que je m'apprête à dire est naturellement sous réserve. Et donc, je dirais peut-être la chose suivante. Vous savez, il y a différentes façons de parler de l'autisme. Je dirais que l'une des pires, c'est la façon médicale, pardon. Mais il y a peut-être des façons, je dirais, bien meilleures et qui peuvent être adaptées à l'âge de la personne. Il y a par exemple des livres où l'un des personnages est autiste, sans nécessairement que le terme soit utilisé. Il y a par exemple un très joli livre qui a permis de faire découvrir l'autisme à beaucoup de gens. C'est Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Voyez, ça c'est un livre qui se lit, je pense, très bien et qui est adapté à un profil, je dirais, enfantin, y compris d'ailleurs adulte aussi, et qui permet de découvrir l'autisme d'une façon bien différente à par exemple ce qu'on peut imaginer. Moi, ça me terrifierait que par exemple à mon 5e ou 6e anniversaire, mon papa ou ma maman me convoque, bon bah on a une annonce à te faire. Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas fonctionner comme ça, quoi, voyez. Je pense qu'il est important pour chaque personne, et pas que pour les gens autistes, d'avoir quelque chose comme, en français, je ne sais pas comment on peut dire, un modèle, un rôle modèle, hein, je calque de l'anglais, et qui pourrait peut-être permettre à la personne de s'y retrouver de façon positive, sans nécessairement passer dans l'immédiat par des grilles médicales qui essentiellement mettent l'accent sur des aspects négatifs. Hein. C'est, je pense, le problème des grilles uniquement médicales. Hein. Et je pense encore une fois qu'il est peut-être très important que l'enfant, quel que soit son âge, puisse rencontrer au moins une autre personne comme lui, ayant un profil plus ou moins similaire. C'est très difficile de penser ou de croire qu'on est le seul au monde, hein, voyez. Je pense qu'il est très important que chaque personne autiste, quel que soit son âge, puisse avoir au moins un contact plus ou moins similaire avec d'autres personnes autistes. C'est pour ça qu'il est, je pense, très important d'un conseil général de ne jamais rester seul, qu'on soit parent, qu'on soit personne autiste. À plusieurs, cela marche toujours mieux. On peut échanger des bons conseils, on peut mutualiser les forces. Et là, je pense, on est véritablement dans le domaine où les associations ont tout à nous offrir. Et avec peu de moyens, ça ne demande pas des milliards que de créer des moments ou des ressources de rencontres, voyez-vous. Donc, ce pourrait être ma petite tentative de réponse. Mais je dois vous avouer, je suis absolument désolé pour cela, mais je pense que notre ennemi, c'est le temps. Et l'heure tardive, pardonnez-moi, m'impose de ne pas continuer. Et vous savez, j'ai une journée particulièrement difficile. Et demain, hélas, ça ne sera peut-être pas forcément meilleur. Et j'en suis désolé. Vous savez, dans ma petite vie de saltimbanque, certaines journées où il y a trop de pérégrinations sont plus dures que d'autres. En tout cas, pour ma part, j'ai été très touché. J'ai été ravi par votre accueil. Je vous demande encore une fois pardon pour mon retard. Mais en tout cas, s'il y a une chose que je peux vous proposer, c'est d'avoir de riches et nombreuses découvertes de personnes différentes sur les routes lointaines du pays, des gens bizarres qu'on peut appeler l'autista ou autrement. En tout cas, merci à vous toutes, vous tous pour votre accueil et bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Merci Joseph, merci Anne-Sophie, merci à tous nos intervenants d'avoir géré d'une main de maître le timing.